Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique, ou plutôt ce dialogue avec la presse. Nous avons le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de monsieur le docteur Montezume Maurice. Docteur, comment allez-vous? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur Naouché. Eh bien, écoutez, je vais bien parce que ces jours-ci, je suis en hospitalisation de jour. Pourquoi? Parce Attendez, que... vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Non, mais je vais vous dire très simplement. Parce que... Eh bien, je vais le dire tout à l'heure. Ah, là, il faut... On n'a même pas encore dit bonjour, il faut qu'il prenne la parole. Il est terrible, ce garçon. On va demander à M. Charlotte de vous saluer. Bonsoir, M. Charlotte, comment allez-vous? Oui, eh bien, ça va. Je dis bonsoir à toute la population. Et bien entendu, nous sommes au début des vacances. Nous commençons à voir venir un certain nombre de personnes revenant de métropole. Arrêtez votre métropole. Hexagone, on a dit sur ce plateau qu'on disait Hexagone. Et bien entendu, ils sont les bienvenus. Ils nous suivent depuis l'Hexagone pour l'émission. Et depuis quelque temps, ils nous voient en personne dans la rue. Ils sont très contents de nous croiser. Très bien. Bonsoir, Madame Cantarini. Comment allez-vous? Bonsoir, Monsieur Laouché. Je vais très bien, merci. Et puis, bonsoir à tous et à tous. À toutes et à tous, pardon. Bonsoir, Monsieur Raphaël Mougira. Comment allez-vous? Excusez-moi. Docteur en économie, Raphaël. Non, c'est la même personne, il n'y a pas de souci. Non, ben, j'espère que nous aurons une belle émission. Et je suis heureux d'être là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de problème de stationnement, problème de parking. On peut même se permettre de rouler à gauche tellement la circulation est fluide. Donc, vivre les matchs de foot, ça diminue la circulation. Petite précision sur la voie de gauche, c'est pas pour faire le régulateur de vitesse. Sinon on va à droite. Parce que si c'est pour rouler lentement à gauche, on se remet à droite. Voilà, je le précise. Je vous invite à rouler à droite. Voilà, rouler à droite et laisser ceux qui sont en retard rouler à gauche. On prend nos responsabilités et arrêter de nous réguler la vitesse sur la voie de gauche qui est faite de base pour doubler. D'accord. Mais vous n'avez pas compris qu'il disait que justement, exceptionnellement, la voie de gauche pouvait servir à autre chose que doubler. Vous n'avez pas compris ça, mais c'est pas grave. Docteur Montezume, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, vous vouliez dire quelque chose et dites-le. Sur la période de maladie. Hospitalisation de jour. Oui. Hospitalisation du bonjour. Je vais le dire autrement. Quand je suis arrivé à la Martinique en 1975, je m'étais spécialisé en médecine de rééducation, en médecine du sport également, et en médecine thermale. Mais pourquoi en rééducation? Parce qu'arrivé à la Martinique à ce moment-là, de nouvelles spécialités, avec le docteur Bazin qui faisait de la neurochirurgie, le docteur Dentimil qui faisait de la chirurgie orthopédique, le docteur Buisson qui faisait de la neurologie, le docteur Louis-Joseph qui faisait de la rhumatologie, et toutes ces spécialités avaient besoin de rééducation. Donc, j'ai été finalement un médecin hospitalier. J'ai créé le premier service de rééducation de l'hôpital de Fort-de-France. Et maintenant, les choses ont un peu changé. Parce qu'actuellement, vous avez une population qui vieillit. Et là, je pense qu'il nous faut arriver à une autre façon d'appréhender la médecine actuellement à la Martinique. Je crois qu'en dehors des grandes spécialités que nous avons, il faut laisser une place, je le dis souvent ici, à la prévention des maladies et entrer dans ce qu'on appelle de la médecine hippocratique. Alors, c'est quoi de la médecine hippocratique? La médecine hippocratique, c'est, comme le dit le grand philosophe Hippocrate, qui est le père des médecins, il dit qu'il faut appréhender l'homme dans son entièreté. C'est pas son foie, son cerveau, son cœur, c'est pas ça. C'est l'entièreté de l'homme et de son écologie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc, c'est ça que je veux présenter à la population martiniquaise, c'est ce que nous allons faire dorénavant, et vous avez très bien compris que le projet que nous avons sur le camp de Malata est
précisément là. Et le projet que nous avons à Absalon, c'est précisément ça, puisque le thermalisme va nous permettre ça. Mais je voudrais conclure en disant que la Martinique est riche en sites naturels extraordinaires qui pourraient permettre une meilleure santé de la Martinique. Alors, nous avons la mer, bien entendu, nous avons les sources thermales, bien entendu. Mais pour vous prendre très précisément, par exemple, à Sainte-Anne, dans le bout de Sainte-Anne, il existe une petite presqu'île qui donne d'un côté sur le canal de la Dominique, de l'autre c'est le lagon, c'est-à-dire une mer agitée, une mer calme. Et à cet endroit-là, on peut faire de la rééducation respiratoire, c'est-à-dire du traitement des allergies respiratoires dont beaucoup d'enfants souffrent. Mais j'ai vu que donc ce lieu, il faut le préserver, parce que je crois que ce lieu, c'est ça qu'il faut faire là. Je vois par exemple, j'avais déjà commencé avec le maire de Casse-Pilote, il a à ce qu'on appelle fond bourrelé. Il a la mer, il a un terrain, de l'hébergement, de la restauration et 2 immenses amanas et suffisamment de terrain pour faire là aussi quelque chose qui pourrait permettre aux Martiniquais de bonifier leur santé. Et le camp de Balata, comme je vous ai dit, est aussi un endroit en pleine nature, à côté de l'UNESCO, l'UNESCO qui a choisi ceci, c'est-à-dire les pitons du Carbet. C'est là qu'il faut aussi faire des choses importantes pour la santé martiniquaise. Docteur Montesieux, il y a tout ça, que vous venez de dire là, et vous-même, tous les matins, c'est à l'hôpital que vous allez. Eh bien justement, c'est un peu ce que je voulais expliquer. Alors quand je vais voir mon cardiologue, il me dit, mais non, vous êtes très bien du cœur, mais vous avez une faiblesse vu votre âge, vous ne connaissez pas mon âge, vous avez une faiblesse due à votre âge et il faut vous redynamiser. Donc venez, je vais vous prendre en rééducation et je vais vous redynamiser pour vous protéger votre cœur, pour premièrement protéger votre cœur des maladies cardiovasculaires, mais aussi vous redynamiser pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre corps et pouvoir dans la vie courante être plus alerte. Et j'ai donc accepté, j'ai accepté volontiers et c'est ça que j'ai commencé à faire. Okay. Il y a beaucoup de Martiniquais qui ne peuvent pas faire la même chose, bien entendu. Aller à l'hôpital tous les matins. D'abord parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils travaillent ou bien parce que l'hôpital ne pourrait pas accueillir tout le monde. Tout le monde voulait. D'accord, très bien. Donc qu'est-ce qu'il vous fait faire pour vous régénérer, pour tout ça? Qu'est-ce qu'il vous fait faire? Qu'est-ce qu'il me fait faire? Oui. Alors, c'est extrêmement intéressant. Le rééducateur que je suis, parce que je vous ai dit que mon métier, mon cœur de métier, c'est la rééducation fonctionnelle, eh bien, j'ai découvert la nouvelle rééducation qui ne se fait plus au niveau, vous voyez, le plateau technique n'est pas le même. Alors, si vous préférez, à partir de petits mouvements de gymnastique, on appelle ça de l'activité physique adaptée. Alors, c'est adapté à vous si vous avez mal au genou, c'est adapté à vous si vous avez mal au rein, c'est adapté à vous si vous êtes faible, si vous êtes obèse. Donc, on tient compte de tout l'handicap que vous pouvez avoir pour vous prendre en traitement. Autrement dit, l'activité est orientée, elle est adaptée à votre situation pour vous amener, bien sûr, à une réhabilitation de votre organisme dans son entier, parce que là, il y a une équipe qui n'est pas seulement de kinés, il y a des kinés, il y a quand même des psychologues, il y a quand même des infirmières qui vous expliquent tout ça. Vous avez tout un corpus de profession. Et c'est là que je trouve que c'est important, parce que nous devons, sur ce que nous projetons de faire sur le camp de Balata, dès maintenant, nous allons nous adresser aux jeunes Martiniquais pour leur dire quel métier faire pour être prêt au moment où on sera, pour pouvoir prendre en charge la population martiniquaise. Oui, mais Dr Montesieux, très brièvement, vous vous êtes présenté en apparence simplement à la clinique ou à l'hôpital et on vous a proposé un traitement adapté sur 1 mois.
Permettez-moi d'imaginer de façon extensible, de façon étendue, est-ce que le citoyen lambda martiniquais, c'est-à-dire Tisson de l'habitation, est-ce que s'il était venu à l'accueil comme vous, est-ce qu'on lui aurait donné ce soin aussi particulier? Ou encore, en d'autres termes, est-ce que c'est parce que vous êtes médecin que votre confrère vous a pris en compte? Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet endroit-là, tout est déjà organisé depuis de nombreuses années pour prendre en charge des Martiniquais. Donc je trouve là des gens de toutes catégories sociales qui sont là, qui viennent. Alors comme M. Laouché l'a dit, il a dit, comment va-t-on faire pour prendre en charge, puisque c'est un pays vieillissant, comment va-t-on faire pour prendre en charge cette population qui en a besoin, comme vous dites? Alors ça peut se faire de deux façons, hein. Premièrement, en hospitalisation de jour, mais ça peut aussi se faire dans ce qu'on appelle l'activité physique adaptée qui est remboursée par la sécurité sociale, parce qu'il y a des jeunes, par exemple, à Cœur et Santé, sur le stade de Dillon, il y a quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire vous venez, vous vous inscrivez et il vous prend en charge. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement à l'hôpital ou à la clinique, il le fait déjà sur le stade Louis Achille et nous pensons le faire sur le camp de Balata. Oui, mais Dr Moutezim, quand vous jugez utile, par exemple, un service comme ça, dans le sens d'une population vieillissante et nécessiteuse dans cette pathologie, qui vous soutient dans la poussée de ce projet? Reprenez, je n'ai pas bien saisi. Vous avez sous la main un projet intéressant, d'autant plus intéressant que la population est vieillissante. Donc nous avons une propension marginale très forte pour aboutir aux besoins de ce service. Est-ce que des organismes, des politiques et autres en Martinique sont motivés pour vous soutenir pour aboutir à ce projet? Très bien. Je vais lui répondre. Alors, écoutez, par rapport à ce que dit Dr Moutezim, c'est-à-dire l'existence de sites ayant des vertus particulières, notamment en matière de santé, eh bien, ce type de site devrait être classé. Alors, je suis dit classé, c'est parce qu'il devrait être répertorié et figuré dans ce qu'on appelle le schéma d'aménagement régional. C'est très important parce que une fois que c'est répertorié au schéma d'aménagement régional, premièrement, c'est seulement ce type de projet qui peut se faire là. On ne pourra pas déroger. Et puis deuxièmement, ça peut attirer des fonds d'investissement parce que on peut faire le site en Martinique et puis avoir des Américains qui viennent ici. Je le sais. Avoir des riches, je sais pas, trinidadiens ou bien français, pourquoi pas. Mais c'est cela que M. Moutezim va attirer. Non, il n'y a pas de d'illusion. Non, mais c'est très sérieux, M. Lancier. Mais je suis sérieux parce que lorsqu'on a ce type de caractéristiques, ce type d'écosystème particulier, il faut permettre la mise en valeur pour permettre les investissements qui en fassent profiter le maximum de gens. Je retiens ça, nous allons retenir ça. Mais je vous réponds. Alors vous savez que le camp de Balata est une propriété qu'Aimé Césaire a achetée à l'armée, donc ça appartient à la ville de Fort-de-France. La station thermale d'Absalon appartenait au Conseil général et appartient maintenant à la CTM, nous sommes d'accord? Mais nous avons déjà pris contact avec l'ARS. Pourquoi? Parce que si nous faisons une station thermale, il faut premièrement la classer en tant que station thermale, et puis ça a un avantage dans la santé, et l'ARS, c'est le préfet sanitaire, c'est celui qui s'occupe de la santé de la population. Donc nous les avons déjà contactés. Nous avons contacté également la Caisse des dépôts et conciliation, qui sont d'ailleurs à l'origine, parce que c'est eux qui ont soufflé au maire de faire cet appel à manifestation d'intérêt sur le camp de Balata. Donc voilà, si c'est eux qui ont soufflé la chose, c'est qu'ils ont bien compris et ils nous ont déjà dit qu'ils sont prêts à aider financièrement pour ce faire. Donc je compte
sur la mairie de Fort-de-France, bien entendu, c'est sur son territoire, sur la CTM, mais je préviens, à l'origine, comme ça, nous savons qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, nous pensons aller le chercher ailleurs, même si symboliquement, il faudra que comme c'est un projet public, il faudra quand même qu'il participe, enfin, qu'il soit preneur du projet. Hein. Je ne sais pas comment vous pouvez dire ça, mais il faut qu'il soit dans le projet. Mais justement, dans la gouvernance, en fait, au final, c'est une histoire de gouvernance aussi. Hein, au-delà de l'aspect financier, il y a une certaine gouvernance à avoir entre le public, le privé de pilotage. C'est en ce sens-là qu'on a mis un copil en place. Donc, c'est ça, c'est arriver à faire discuter plusieurs institutions publiques, mais aussi du privé, arriver, comme on a dit tout à l'heure, il y a un aspect de formation très important, puisque mettre en place un site comme ça, on va devoir avoir des gens formés, ne serait-ce que par la spécialisation du thermalisme. Pour l'instant, on n'a que Dr Montezum, donc il va falloir en effet avoir cet aspect donc avec l'Université des Antilles et pourquoi pas des branches aussi en Hexagone, en Europe, puisque maintenant, comme les frontières sont ouvertes, les étudiants, c'est vrai qu'ils bougent beaucoup plus qu'avant, ils sont mouvants, donc de répondre à toutes ces problématiques-là aussi, puisqu'il va falloir des mains, en fait, des mains pour accompagner, que le site ne soit pas engorgé. Et une dernière précision aussi, parce qu'on a parlé d'une riche clientèle, donc ça, c'est vrai et c'est inévitable. Si on ouvre un site de ce type, on va attirer des gens du monde entier, donc forcément des gens fortunés, puisqu'il va falloir prendre l'avion, prendre sûrement un logement, il y aura peut-être des choses autour des cures, ils vont peut-être vouloir visiter la Martinique, pourquoi pas prendre le bateau en Guadeloupe. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle Caraïbes. On n'est pas sur notre île, nous, isolés pour proposer ce projet. On l'ouvre à toute la Caraïbe, puisque la richesse du thermalisme, des eaux et de la santé préventive, en fait, elle est vue sur la Caraïbe en global. Et donc là, l'objectif aussi du projet, c'est ça, c'est d'arriver à avoir une clientèle aisée, ça c'est inévitable, mais aussi d'arriver à le proposer aux locaux et à toute catégorie sociale. Donc, c'est un projet structurant où c'est pas le projet des riches, c'est le projet où on va avoir de la clientèle riche, puisque ça va dynamiser, forcément, ça va renflouer les caisses de tous les investissements massifs qui vont être mis, mais c'est aussi un petit peu un système où on cherche, donc là ça va être au niveau de la sécurité sociale, il va falloir avoir des discussions, etc., où on cherche à englober toute la population, même les plus défavorisés doivent pouvoir venir se faire soigner au camp de Balata. Oui, mais Dr Montezum, très brièvement, effectivement, ce que M. Montezum, M. Vaugirard vient de mentionner, l'inscription de ce projet au schéma d'aménagement régional ou territorial. Parce qu'en effet, comme les documents d'urbanisme se superposent, dès lors que la CTM va inscrire le secteur dans cette réserve, cet objectif à atteindre, si entre-temps la mairie génère un permis de construire, le permis de construire devra être en conformité avec le schéma d'aménagement régional. Donc, c'est là aussi qu'il faut donner de l'intérêt à ce qu'il vient de dire. Il faut essayer de mettre ceci dans le schéma d'aménagement régional. Excusez-moi 30 secondes. C'est très intéressant ce dont vous parlez là. Mais ce dont Dr Montezum a parlé est beaucoup plus intéressant. Ça veut dire que lui, il va tous les matins à l'hôpital pour pouvoir se sentir en bonne santé. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit à Balata pour l'instant. D'accord ? C'est de ça que je vais vous faire parler. Comment tous les Martiniquais ne pourront pas aller à l'hôpital, comme vous le matin. Donc est-ce qu'il est possible que ce qu'on vous fait faire à l'hôpital, est-ce qu'on peut le faire chez soi ? Très bonne question. Alors, c'est Cœur et Santé qui a ce projet-là. Il est en train de le travailler. C'est Monsieur Yuri Autin. C'est lui qui a ce projet et il profite des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies de l'informatique pour créer un produit qu'il peut introduire dans les maisons. Voilà. Bon, je n'en sais pas beaucoup plus parce que je dois en discuter avec lui. Alors, il m'a dit qu'il va introduire ça pour tout un chacun qui pourra bénéficier aussi bien de conseils alimentaires, parce que l'alimentation est très importante, et faire également le sport. Mais je vous ai dit qu'on peut y rajouter de la psychothérapie, il y a vraiment beaucoup de choses autour de ça. Pourquoi ? Il ne s'agit pas seulement de remettre en forme le physique,
mais le mental également. Et comme je vous ai dit, c'est de la médecine hippocratique dans laquelle on prend l'individu dans son entier. C'est son entier, son environnement, lui-même, ses problèmes, ses stress, etc. C'est tout ça qu'on essaie de prendre. Et vous avez raison, c'est une excellente question parce qu'il est en train de travailler ça. Monsieur Yuri Autin de Cœur et Santé. Tout le monde à la Martinique connaît Cœur et Santé. Oui. Voilà, et c'est l'objectif aussi de digitalisation, et c'est ça, je trouve, qui est beau maintenant dans la conjoncture dans laquelle on est, c'est que nous, moi, et on correspond à une génération où on arrive à digitaliser comme ça et à créer, à proposer des plateformes. Ça va être aussi le cas pour Balata, puisque Balata, on a dit que c'est 36 hectares, donc on aimerait mettre en place des séances pleine nature. Voilà, il y a plein de professionnels de santé autour qui ont déjà plein d'idées, et l'objectif, c'est ça aussi, c'est à la fois de ne pas se perdre dans trop de digitalisation et de rester enfermé chez soi devant une vidéo, parce que le sport, c'est aussi en plein air, la nature, c'est respirer l'air, et arriver à trouver un équilibre entre cette digitalisation, ces plateformes qui vont pouvoir permettre à l'autre d'être chez soi et de faire de l'exercice physique ou de comprendre comment s'alimenter, et à la fois de ne pas être isolé chez soi et donc d'être fermé, et d'arriver à organiser des séances aussi plein air, collectif, parce qu'il y a aussi un objectif dans tout ça de sortie d'isolement. On sait très bien en Martinique qu'on a beaucoup de personnes âgées et de personnes aussi moins âgées, hein, c'est pas que qui sont seules. Donc c'est aussi ça, ce but, c'est d'arriver à trouver une certaine cohésion et équilibre entre la digitalisation, les nouvelles technologies, les médias. Je regarde sur mon portable, maintenant je peux faire une recette, je demande à l'IA, elle va me dire comment je vais faire, et en même temps ne pas perdre ce partage humain et cette connexion qu'on a entre nous. C'est pour ça, par exemple, que Dr Montezum, on essaye de remettre en place ce qu'il faisait dans les années 2000, des ateliers culinaires. Donc ça, ces ateliers culinaires, pourquoi pas les proposer sous forme de plateforme et en visio, mais il faut quand même arriver à garder cet aspect humain et arriver à aller dans les quartiers, arriver à être tous ensemble, voilà, le contact, le social. Moi, je suis allée à une réunion, à une conférence citoyenne à Fort-de-France, donc le 24, donc c'est il y a 2 jours, et c'était un petit peu ça aussi, comment le citoyen peut arriver maintenant avec toute cette masse de technologie, à encore s'entendre, à faire des conseils, à discuter, voilà, il ne faut pas perdre non plus trop cette notion de partage, et ne pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes isolées en Martinique. Merci beaucoup. Nous sommes vendredi, le 26, et nous faisons cette émission, que vous allez voir donc le vendredi soir. Nous la captons, nous la faisons à 12h, à midi à peu près, parce qu'il nous faut absolument aller voir le match de football de l'équipe de France. Donc on a chamboulé toute notre programmation, chacun d'entre nous là, pour pouvoir aller voir le match de l'équipe de France. Monsieur Vaugirard, est-ce que vous souhaitez que l'équipe de France gagne le match? Ah non, je sais parler de la Coupe du Monde, monsieur. Je vous demande si vous souhaitez que cet après-midi, l'équipe de France, qui va se battre contre qui? Contre la Norvège. Est-ce que vous souhaitez que cette équipe c'est une question subsidiaire. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi vous ne répondez pas? Non, je vais répondre. Mais à condition que vous me laissiez dire 2 mots sur la Mais vous pourrez dire, mais commencez par répondre à la question. Je ne suis pas aussi long que ceux qui m'ont précédé. Non, c'est pour dire que la Coupe du Monde, c'est quand même un événement extraordinaire, hein, qui fait se rencontrer toutes les jeunesses du monde, les meilleurs représentants des pays autour de l'activité, le football. Alors, cette année, j'ai trouvé, c'est tous les 4 ans, hein, la Coupe du Monde. Alors, pour cette Coupe du Monde 2026, je trouve extraordinaire de voir que beaucoup de choses changent, hein, et modifient toutes les conceptions qu'on avait. Bon. On a par exemple quelque chose qui m'a frappé, c'est un gardien de but au Japon qui est un noir. C'est un noir qui s'appelle M. Suzuki, né de père ghanéen et d'une mère japonaise. C'est un métis. Et il se définit donc physiquement, il n'est pas métis du tout. Hein. Ah oui, mais c'est un métis. Là, on a 2 nationalités. Oui. Je vous rappelle que le métissage, c'est pas un noir et une blanche, c'est 2 nationalités différentes. Hein. C'est la définition du métissage. Les gens ont tendance à se tromper sur le noir et blanc, mais c'est pas le noir et blanc. C'est vous qui vous trompez. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouvrez des livres. Ouvrez des livres. On est déjà envoyé. On est déjà dans une digression. Bon, donc c'est important. Bon, le slogan. Donc la Coupe du Monde fait remonter beaucoup de problématiques de nos sociétés. Bon, par exemple, je disais le cas du Japon, qui est une société très fermée.
qui n'acceptent pas le mélange de races, entre guillemets. Ils ont un gardien de but qui est noir. Et il se définit japonais. L'équipe de France, on joue, mais le 9, j'allais dire 9 et demi, ce sont des noirs. Bon. Et chacun a une origine africaine différente. Enfin, bon, à peu près. Hein. Mais ce sont les Français. Ce qui contredit complètement les approches du Front National et puis comment on appelle Monsieur Simon. La Suède a des Noirs, l'Allemagne a des Noirs, des joueurs noirs, etc. Bon. Et puis la problématique d'Haïti, qui est quand même, il faut quand même qu'on en dise un petit mot. On a refusé à Haïti le droit de porter un maillot qui avait comme, comment on dit ça, qui avait comme la victoire de Vertière sur Napoléon. Ça fait toute une polémique. On leur a demandé d'enlever la symbolique. À cause de ça? Oui. La FIFA leur a demandé de changer de maillot. Il ne faut pas qu'ils aient sous le maillot la symbolique de la victoire de Vertière. Non, il ne faut pas qu'on ait sur un message politique. Bon. Et c'était un message politique. Donc on leur a dit de l'enlever. Le bleu blanc, oui, c'est pas un message politique. Non. Hein, c'est pas. Non, c'est l'homme. C'est les droits de l'homme. Ça n'a rien à voir. Le point levé, c'est pas un message politique. C'est vous qui dites ça. Non, c'est une question. Je ne sais pas. Bon, ça, c'est notre problème, ça. Bon. Donc, je voulais dire que ce n'est pas parce que c'est les Haïtiens, Vertière, qu'on leur a dit d'enlever. C'est parce que d'une façon générale, dans la Coupe du monde de football, on ne va pas mettre de message politique sur les maillots. Donc, en conclusion, ces réalités-là, ça montre que le monde évolue et l'humanité évolue. Et que par conséquent, toutes les thèses qui prônent la pureté des races, les races de souche, etc., sont contredites par la réalité. Donc, et par conséquent, en deuxième ligne, arrive la question de l'immigration. Donc, le monde, c'est un mélange d'apports de populations venant de différentes origines. Il y a beaucoup de Noirs dans l'équipe de Norvège. Norvège, je crois, un ou deux. Okay. Hein? Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de Noirs quand même. Pourquoi il y a des Noirs dans certains pays? Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi il y a des Noirs dans certains pays et pas dans d'autres? Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Non, mais vous le savez très bien. Mais répondez-moi. Écoutez, il est évident que les pays qui ont colonisé ont plus de Noirs que les autres. Évidemment. C'est une évidence. Nous sommes là. La deuxième chose, c'est que le football est le sport des pauvres. C'est-à-dire que lorsque... C'est-à-dire qu'on peut jouer au football sans rien. C'est vrai. Vous avez joué au football sans but, même sans balle. On trouve fabriquer nos balles nouvelles, etc. Donc effectivement, les jeunes noirs qui sont dans les quartiers humbles, etc., peuvent s'adonner très vite et sans problème au football. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noirs dans les équipes. Vous êtes pour l'équipe de France ou pas? Mais évidemment. Ok, évidemment. Non, je suis pour les Français également. Mais oui, mais vous avez dit évidemment. Mais pour moi, c'est évident. Je voulais vous le demander quand même. Et vous, docteur Montesquieu? Non, répondez justement. Juste sur ça. Non, je ne permets pas. Répondez à cette question. Est-ce que vous êtes pour l'équipe de France ou pas? Je vous réponds. C'est pas possible. Quand j'étais étudiant, j'avais un petit point faible pour les Suédoises. Je serais pour la France. Pour les Suédoises. C'était une époque particulière, les Suédoises, qui sortaient de Suède et qui allaient en Afrique du Nord, c'est vrai, et s'arrêtaient en France en passant. Pour voir le docteur Montesquieu. Pour voir le docteur Montesquieu. Et vous êtes pour l'équipe de France ou pas? Alors, bien entendu, je suis pour l'équipe de France de façon terminé. évidente. Bah oui, bien sûr. J'aurais pu être pour l'Italie par mon origine. Franchement, les gars, là, vous n'avez pas honte. Ce pays qui nous a réduit en esclavage pendant des siècles, qui nous a colonisés. J'en étais sûr. Vous êtes pour son équipe? Non, mais c'est extraordinaire. Je savais. Alors, vraiment, les gars. Je l'avais prédit, j'aurais dû le dire avant. Je savais qu'il allait dire ça, je le savais. Mais vous dites quoi? Les Suédois ont fait la même chose. Oui. Ils ont réduit. Vous avez dit que vous étiez pour les Suédoises. C'est pas la même chose. Mais j'ai dit que les Suédois ont fait la même chose. Quoi? Ils ont colonisé beaucoup. C'est un pays la plupart des pays esclavagiste. Oui, mais tous les pays esclavagistes. Vous avez l'île de... Non, mais et alors, en quoi? Comment vous l'appelez? Après Saint-Martin, dans le nord, là, comment vous l'appelez?
Saint-Barthélemy, Saint-Barth. Saint-Barth a été colonisé par la Suède. Par la Suède. Oui, mais je vous dis que vous êtes toujours en train d'attaquer L'ensemble des États-Unis les ont été colonisateurs, colonisés les esclavagistes, etc. Mais vous êtes pour leur équipe de football quand même. Non, mais là, il y a des mélanges. On est français, hein. On est français quand même, hein, même si on est martiniquais, qui a une identité culturelle peut-être plus forte. Mais non, mais il est pour la réparation. Et c'est quoi Il le rapport? se bat pour la réparation. On peut être, ça s'appelle nationaliste. Être nationaliste, c'est défendre les valeurs de sa République dans laquelle on vit. Nous sommes tous des enfants de la République, hein, mais qu'on il le est veuille pour ou la non, réparation. Et alors, on peut être pour la réparation. Moi, je suis complètement aberrée par la décision qui a été rendue sur le chlordécone par le tribunal. Ça n'empêche que je peux être pour l'équipe de France et que je peux porter un drapeau. La réparation sur l'esclavage. Sur l'esclavage, sur quoi que ce soit. Nous ne pouvons ne pas être d'accord avec le gouvernement. Pour la réparation, pas pour la séparation. Hein. Ah bon? très bien. Puisque la réparation va induire justement tout ce qu'on a discuté d'assimilation, etc. Pour la réparation, c'est qu'on en veut à quelqu'un. C'est qu'on n'est pas à se battre contre lui pour pouvoir obtenir une réparation. Non, on demande de la responsabilité. Vous confondez la responsabilité avec la nationalité. Donc c'est un pays injuste. Et vous demandez justice. Ce pays-là nous a fait vivre des choses injustes et on demande réparation. Donc on demande que la justice répare. Tout simplement. Par exemple, le sang contaminé, ça concernait des Français. On a eu une responsabilité étatique. Chaque État, en droit, est responsable de toutes ces questions-là. Donc, c'est pas nous, c'est visé en Martinique vis-à-vis de l'esclavage et de la réparation. Mais ça a été pareil, par exemple, pour la Shoah vis-à-vis des Juifs. Bien sûr que les populations de différentes ethnies, puisque c'est ce qu'on se tue à dire, même si le Rassemblement national, par exemple, ne l'a pas encore intégré, c'est que nous sommes quand même beaucoup français, issus de l'immigration, des métissages. C'est ce que disait M. Vaugirard. Moi, par exemple, c'est 2 familles italiennes qui ont migré et qui ont été naturalisées en 1947 par la loi puisqu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Les Italiens étaient détestés et haïs par les Français. Chaque ethnie et peuple a une histoire. Vous aimez le général de Gaulle ou pas? Pardon? Vous aimez le général de Gaulle? Vous l'admirez? Je ne l'admire pas, non. Je suis. Alors, c'est compliqué parce que au général de Gaulle, moi, ce que je lui dois en tant que juriste, ça a été la Constitution de 1948, donc la 58, et le fait qu'en fait, pour la première fois dans le pouvoir politique, on va placer la Constitution, et ensuite en 1971, avec la décision du Conseil constitutionnel, on va placer des choses au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, la loi, on ne peut plus la laisser gouverner tout, puisqu'on s'est rendu compte que si les gens qui votent les lois sont des nazis, sont ce qui a été en France, on se rend compte que la loi ne protège pas le citoyen. Donc on a enlevé cette supériorité de la loi pour la redescendre dans la hiérarchie des normes, et on a mis au-dessus, donc avec la Constitution et avec la décision du Conseil constitutionnel de 1971, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des choses qui sont beaucoup plus importantes. Le général de Gaulle, la libération, ça vous dit rien. Le général de Gaulle, pour vous, c'est la Constitution de 1958. Alors oui, parce que la libération, c'est pas parce qu'on a un discours du général de Gaulle, je suis désolée, je n'aime pas associer les victoires à un seul homme. Oui, il a fait son message à Londres qui est connu. Oui, il était pour la libération de la France, mais je suis désolée, il y a beaucoup de personnes, on pense à Klaus Barbie dans le train par rapport à Jean Moulin, il y a énormément de combattants. Il faut savoir que les résistants pendant la guerre française étaient pour l'État de 2%, c'est-à-dire que les 98 autres pourcentage de la population avaient collaboré ou du moins se laissaient faire, vendaient leurs voisins, etc. Donc moi, la résistance française, je suis désolée, c'est Général de Gaulle qui a été au-dessus, mais il y a eu plein de gens qui ont résisté contre les Allemands. Et moi, je n'aime pas associer ça qu'à un seul homme. Voilà. Mais vous avez tort. Jeune homme, vous voulez dire quoi? Oui, alors je voulais revenir à la question principale sur le football, puisque nous avons dit... On est passé de la norme au football. Oui, mais sociologiquement, le football... Je voulais vous dire quand même qu'il y a un monsieur qui s'appelle Général de Gaulle et qui a dit un Français, c'est un Européen blanc et de religion chrétienne. Mais c'est pour ça que pourquoi vous aimez Général de Gaulle? Moi, je viens de dire que je ne suis pas fan de ce... S'il avait fait que ça, il a fait d'autres choses dramatiques. C'est Général de Gaulle, au passage, qui a dit on ne lâche pas la Martinique, on ne la décolonise pas parce que les bananes nous ramènent de l'argent. Donc moi, je ne suis pas fanatique du Général de Gaulle. S'il était là en ce moment, il aurait regardé le match de football depuis quelque temps. Il aurait certainement changé d'avis. Il aurait compris que la nation, elle est beaucoup plus étendue. Tant que dans le périmètre que dans la colorimétrie, disons ça comme ça. Alors, c'est pour revenir à la question centrale, au football. Le football,
dans l'esprit sociologique, elle a un intérêt. Elle a permis à une certaine population de classe sociale très défavorisée d'avoir une promotion parallèle. Parce que les personnes qui sont idoles, qui sont professionnels en football, qui ont réussi, ils ont lancé une pompe pour un grand nombre de très jeunes qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un réseau d'amis, de copains déjà bien placés pour leur permettre d'avoir une promotion sociale. Et dès lors qu'un jeune des cités en général a comme référent une personne de leur cité qui a réussi dans le football, ça le motive pour se concentrer sur son sport, sur la discipline, en vue de devenir comme lui. Donc, le football a un avantage, c'est que le football a défié les règles classiques de la promotion sociale et qui a permis à un grand nombre de gens d'avoir une voie parallèle pour atteindre le sommet. Et en un deuxième temps, ceux qui sont au sommet, ils vont pouvoir remorquer leur communauté. Je vais dire la même chose que vous, mais tout à fait autrement. Et plus globalement, je veux dire qu'à un certain moment, l'image du noir en France, et c'est une image qui était vraie, c'était l'image du gars qui nettoie. C'était l'image de la domestique. C'était ça l'image du noir. D'accord ? Et puis ces noirs-là, aujourd'hui, les Mbappé et les autres, ont complètement changé quelque part l'image du noir. On peut être noir et être millionnaire. On peut être noir et représenter l'équipe de France dans la compétition la plus extraordinaire qui existe, la Coupe du Monde de football. Et donc c'est extrêmement important pour le monde noir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde noir est obligé d'être reconnu par les Français. C'est extrêmement important dans les années qui viennent. Parce que si jamais l'extrême droite a du pouvoir en France ou se s'étend en France, eh bien il faudra bien pouvoir lui dire à cette extrême droite, oui, mais la France, c'est nous autant que vous. C'est extrêmement important. Nous avons fait autant la richesse et l'honneur de la France que vous-même. Mais c'est aussi valable, par exemple, les grands tenanciers de la communication, ceux qui sont propriétaires des chaînes de télévision et de la masse financière circulant. Ces gens-là, ils vivaient dans une bulle, dans un milieu, disons, fermé, où ils ne donnaient pas la parole aux personnes qui n'étaient pas dans leur milieu, qui n'étaient pas dans leur cercle. Et dès lors qu'ils sont contraints de négocier avec une personne de la classe sociale populaire, parce qu'ils ont besoin de l'image de cette personne, soit pour porter le maillot, soit pour porter la marque, soit pour intervenir à la télévision, soit pour donner leur accord pour transfert avec des millions d'euros pour intervenir auprès d'un autre club, voire d'un autre pays, ou pour accepter plus ou moins un certain nombre d'éléments que ces personnes-là n'auraient pas accepté s'ils n'avaient pas une contrepartie du pouvoir de compétences, de qualification au football et autres, puisqu'on voit bien que si ce n'était pas la contrepartie, le contrepoids de la compétence footballistique, ces personnes de milieu populaire n'auraient pas eu droit à la parole. Alors il y a quand même deux nuances à apporter à la Coupe du Monde, je trouve. La première, c'est qu'il faut se rappeler que la dernière qui a eu lieu, parce que là moi j'ai pas trop le temps de suivre, j'ai beaucoup trop de travail, mais la dernière qui a eu lieu, on se rappelle quand même qu'il y a des soucis parce que c'était au Qatar, on sait ce qui s'est passé, il y a des travailleurs qui sont morts sur les chantiers. On avait eu aussi tout le scandale au niveau quand ça avait été fait au Brésil, puisqu'on avait le avant-après, on a des petits jeunes qui sont en train de mourir de faim et nous on installe des stades, on fait des investissements colossaux alors que la population est en train quand même de crever de faim. Qatar, donc scandale au niveau des travailleurs qui ont été sous-payés, dont beaucoup sont morts, donc c'est quand même à nuancer à ce point-là. Et la deuxième chose, c'est un sujet dont beaucoup on parle aussi, c'est vis-à-vis des fonds. On se demande par exemple le salaire des footballeurs, est-ce que c'est peut-être pas... Alors attention, il y a des footballeurs heureusement qui sont philanthropes et qui font des dons, des reversements, ça a aussi un objectif fiscal, mais des fois on se demande toujours, est-ce que ce gars-là qui court derrière le ballon, qui est payé 1 million, est-ce que ce million ne reviendrait pas peut-être à des
des personnes comme Dr Montezum qui vont aller sauver des vies, les professeurs des écoles qui sont sous-payés, on sait tous les problèmes qu'il y a dans l'éducation nationale. Donc des fois, ça pose aussi cette question, pour nuancer bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, ça pose cette question de est-ce qu'une personne qui court derrière un ballon a autant que les pompiers, arrêtez ce genre d'imbécilité. Écoutez, est-ce que c'est juste que je naisse dans une famille de riches, je n'ai rien foutu de ma vie et je gagne des millions chaque mois? Parce que mes parents étaient riches. Yes. Alors donc, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, mais alors on peut l'appliquer aussi aux entreprises. C'est une question qui est très sérieuse. Moi, je comprends l'infirmière qui se lève tous les matins à 6h du matin, qui est sous-payée. Quand on court derrière un ballon et qu'on est en Coupe du Monde, c'est qu'on a passé des heures et des heures à s'entraîner. Et les infirmières ne passent pas des heures et des heures à passer des diplômes, à se lever à 6h du matin pour aller soigner des patients. Le gars qui court derrière un ballon, il y a des millions de gens à qui il donne du bonheur à le regarder. Des millions de gens de par le monde. Madame Katarini, je vais vous poser un avis simple. Je ne vais pas vous poser une question, je vais vous poser un avis. Si les grands footballeurs que nous connaissons, qui touchent des millions d'euros, s'ils ne touchaient pas cet argent, est-ce que ceux qui payent cet argent auraient mis cet argent dans les hôpitaux et les institutions sociales? Ils n'auraient pas mis cet argent. Ces footballeurs-là, ils ont le double mérite. Ils ont le mérite d'avoir une certaine compétence, mais ils ont le mérite d'avoir arraché cette somme à des multimilliardaires qui n'auraient pas fait de geste social si ces personnes-là n'avaient pas capturé cet argent. Attention, il y a un objectif fiscal aussi. On ne peut pas gagner des millions en France et ils sont obligés de reverser. Ce sont les multimilliardaires qui les payent? Oui, parce que la somme collectée... C'est la FIFA. Oui, c'est la FIFA. Non, la somme collectée par chaque opérateur, chaque personne qui paye pour la location de son Canal+, Canal Satellite et autres, cette somme va vers une caisse de riches. Non, c'est la Et FIFA. C'est la FIFA, c'est une association à but lucratif. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, il y a une masse financière circulant multiple et qui se convergent en quelque part. Si ces footballeurs-là n'avaient pas arraché le plus gros morceau que possible, cet argent n'irait pas dans les hôpitaux. Oui, mais alors on doit arrêter de critiquer à ce moment-là, par exemple, les chefs d'entreprise qui font des ascensions sociales spectaculaires et qui sont millionnaires. On va aller toujours leur taper dessus. Ben oui, ils ont travaillé pour, mais comme je vous dis, donc à ce moment-là, on est en train de comparer, de dire que les médecins n'ont pas travaillé. C'est vrai que 12 ans d'études pour arriver à être médecin, c'est pas du travail. C'est pas la même chose. Hein. Ben si, en fait, moi je pose la question parce que c'est une question qui est beaucoup dite. Non, le foot n'est pas, on a dit, moi c'est pour ça que je cherche à nuancer les propos qui ont été dits sur les plateaux. Je suis désolée, mais le footballeur n'est pas plus important dans une société que le médecin, par exemple. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est des questions que beaucoup se posent parfois. C'est plus facile d'être médecin que d'être un footballeur de haut niveau. Ah bon, mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. 12 ans d'études, il y a des petits jeunes qui se suicident en première année de médecine. C'est pas plus dur. Cantarini, tous les ans, il y a des milliers de médecins qui sont formés partout dans le monde. Et il y a des footballeurs aussi. Non, Mbappé. Quand on est surdoué de naissance, Mbappé, il n'y a pas des millions dans le monde. D'accord ? Réfléchissez un peu à ça. Ben réfléchissez-vous aussi à l'inverse. Des fois, on peut se poser des questions. Mais ça ne veut rien dire. Le foot n'est pas, on est là, on le met au-dessus. Alors, une chanteuse n'a pas le droit de gagner de l'argent. Mais bien sûr que si, c'est ce que je suis en train de dire. Une chanteuse, c'est moins important. Mais la chanteuse n'est pas au niveau des footballeurs. Une chanteuse, c'est pas... Avec votre... Je suis venu nuancer vos propos. Je suis pour qu'ils gagnent des millions, je nuance des propos. Ils sont en dehors de la réalité, vos footballeurs, je suis désolée. Voilà, alors après, vous êtes fan de foot, vous êtes des hommes, je comprends, mais ils sont en dehors parfois de la réalité. L'ascension sociale est importante, etc. Oui. Mais moi, je peux comprendre, dans la conjoncture économique dans laquelle on est, où les gens sont en train tous de crever de faim, je peux comprendre des fois. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de ces Coupes du Monde en eux-mêmes. Je suis désolée, mais quand on installe des Coupes du Monde là où la population crève de faim, il y a peut-être d'autres problématiques. Des fois, à réfléchir que le divertissement, parce que ça reste, bien que vous ne soyez pas d'accord, ça reste un divertissement. Madame Cantarini, les grosses sociétés... Et les pauvres aussi, ils ont besoin de divertissement. Non, parce que les pauvres ont besoin de divertissement. C'est quoi le rapport, là ? Parce que vous opposez les pauvres à Mbappé. Non, c'est pas des pauvres. Les médecins ne sont pas des pauvres. Les pompiers ne sont pas pauvres. On réfléchit parfois au salaire Je vous dis que Mbappé donne du bonheur aux pauvres, comme il donne du bonheur aux riches. Madame Cantarini, est-ce que vous pouvez m'expliquer les masses financières circulantes des grosses sociétés pétrolières et les grosses sociétés de fabrication d'armes en ce moment avec les guerres partout dans le monde? Est-ce que les États arrivent à faire payer des impôts à ces personnes
pour financer les hôpitaux. Ben non, mais est-ce que les hôpitaux en France vont bien? Est-ce que là, l'hôpital en Martinique, il est génial? Merci Mbappé. Parce que les footballeurs arrivent... Non, parce que là, vous êtes en train de me dire, heureusement qu'on a les footballeurs qui investissent dans les hôpitaux. Vous avez vu l'état de nos hôpitaux? J'espère que c'est pas le cas. J'espère qu'ils investissent ailleurs. Parce que merci, quoi. Ils sont tous en train de s'effondrer. Les hôpitaux, ils sont surchargés. C'est ça, c'est que vous êtes en train de me dire, heureusement qu'on a les footballeurs pour investir dans notre économie. Excusez-moi, mais notre économie va très mal. Donc il va falloir réfléchir à autre chose. Dans l'économie de leur contexte. De leur contexte. Alors qu'à l'âge criminel, le Martiniquais qui va dans les hôpitaux et qui investit aussi, il y en a plein. Il n'y a pas que les footballeurs qui investissent. Il y a même des petits qui font des dons. Que les gens qui vous arrêtent là dans la rue pour payer 10 centimes, il y a même des citoyens qui participent à l'économie. Les grosses sociétés pétrolières, les grosses sociétés de fabrication d'armes, ils ont fait quoi? De quoi ils ont fait quoi? Ils ont distribué de l'argent où? Bon, ils se sont enrichis. Je ne vois pas le rapport. Et la FIFA ne s'est pas enrichie. Quand on arrive au Qatar, qu'on tue des gens pour reconstruire des stades, il n'y a pas d'enrichissement. Il n'y a pas de. Enfin, c'est les droits de l'homme quand même. Vous comparez la FIFA et les compagnies pétrolières, pour moi, ils sont tous pareils. C'est tous le même type de personnes. Heureusement, les footballeurs sont là pour arracher un peu d'argent. Vous voulez parler de quoi, monsieur Rouillard? Oui, je pense qu'il faut qu'on revienne à des sujets plus sérieux, parce qu'il n'y a pas que de football. Attendez, le football, c'est pas sérieux? Oui, c'est très sérieux. Non, mais et je suis venu, je le répète comme ça, voilà, je suis venu nuancer vos propos, puisque vous avez glorifié la FIFA. Il y a des travers et l'envers du décor. Ça vous arrive de vous taire de temps en temps? Non, jamais. C'est pour ça que je suis juriste. Bon, alors, moi, je pense qu'il faut que nous prenions une initiative qui a été prise par la CTM, c'est-à-dire d'organiser une mobilisation générale contre la violence, contre le narcotrafic, le trafic d'armes et le narcocriminalité. Bon, il y a eu une mobilisation qui a été retransmise par au KMT le 17 juin dernier, et je pense que c'est un événement extrêmement important. Il faut que nous y apportions non seulement de l'attention, mais aussi que nous nous y inscrivions. Parce que le 17 juin, j'ai regardé l'émission et j'ai écouté les initiatives prises par quasiment tous les grands acteurs de la vie sociale chez nous. Le rectorat, la CTM, la préfecture, les députés, l'organisation des entreprises, la CGPME, enfin ça s'appelle. Bref, tous les grands acteurs de la vie sociale et économique du pays ont décrit leurs actions et leurs initiatives contribuant à lutter contre la violence, le narcotrafic, etc. Alors, ce qui m'a frappé dans ce débat, oui, c'était un débat public, c'est que c'est le phénomène des parallèles. C'est-à-dire que beaucoup d'initiatives sont prises, mais sur des parallèles. Et j'ai appris en mathématiques que le problème des parallèles, c'est de ne pas se rencontrer. Ils se rencontrent à l'infini. Non, mais l'infini. Non, ils ne se rencontrent pas. Les parallèles ne se rencontrent jamais. À condition d'y arriver à l'infini. Donc, ce que je pense, c'est que il faut. Ce qui nous manque, c'est l'aspect plan hors sec. Lorsqu'il y a un cyclone qui est annoncé en Martinique et qu'on lance à la radio, un plan hors sec, on dit bon, vigilance rouge, violette, etc., tout le monde se met en branle pour se met en branle et ensemble. Oui, ensemble, exactement, de manière convergente, pour préserver au maximum et développer la sécurité collective et individuelle. Collective et individuelle. Alors, c'est cet aspect-là, à mon avis, qui n'apparaît pas dans cette première mobilisation. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'il ne suffit pas de mobiliser en une seule séance tous les acteurs. Il faut mettre en place des outils d'observation, des outils d'évaluation aussi, pour voir est-ce que nous progressons dans la lutte contre la violence. L'an dernier, il y avait, je crois, 26 crimes en armes liés au trafic de drogue, etc. Le préfet nous dit qu'on est déjà à 14 crimes en 2026. Bon. Nos responsables nous disent que l'éco-criminalité, c'est-à-dire l'économie criminelle, c'est-à-dire le trafic de drogue, machin, etc., pèse pour environ 300 à 400 millions d'euros. Notre PIB, c'est-à-dire le geste que nous créons, c'est à peu près 1 milliard. Genre, on dit 1 milliard. Donc, on est déjà à 40%.
de la vie sociale et économique qui est gangrenée par le narcotrafic, le trafic de drogue, les règlements de compte, etc., etc. Donc, on ne peut pas rester là et puis simplement écouter une émission, mais regarder. Il y a un plan à mettre en place. Et puis, effectivement, des acteurs nous ont dit qu'ailleurs, c'est encore pire. Qu'à Trinidad, il y a le couvre-feu dès 8h du soir, 20h du soir. Écoutez, j'aime à vous l'entendre dire. Oui, mais si j'arrive à ma conclusion. Vous concluez rapidement. Justement, mais non, une phrase. Oui. Eh bien, il faut que nous ayons une organisation à la hauteur des enjeux, à la hauteur du combat qu'on doit mener, à la hauteur de la guerre qu'il faudra déclarer. Non, d'accord. Il ne faut quand même pas faire de catastrophisme. C'est-à-dire que la Martinique n'est quand même pas un pays livré au narcotrafic, un pays où on a peur, etc. Il ne faut pas faire ça, de faire peur aux gens, exagérer. Quoi. Je veux dire, il y a 14 morts, c'est dans un milieu bien défini, ce sont des gens qui sont dans la drogue et qui se tuent entre eux. Ça n'a rien à voir avec la criminalité en Martinique, n'a rien à voir avec la Jamaïque, avec un certain nombre de pays de la zone. Donc il est encore temps, vous avez raison, il est encore temps d'agir. Et je le dis tout le temps, il faut déclarer la guerre au narcotrafic. Et pour faire la guerre, ce n'est pas seulement les policiers, c'est les gendarmes, c'est les douaniers et c'est l'armée. C'est tous ces gens-là qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir lutter contre. Parce qu'on dit, ah ouais, mais les frontières, c'est la douane. Là, c'est la police. Là, c'est les gendarmes. Là, les militaires, ils sont dans leur caserne. Comme il n'y a pas de guerre, eh ben, ils ne font rien. Bon, il faut mettre toutes ces forces-là ensemble pour lutter contre... Et les familles, parce que bon, vous avez dit quelques grandes... Et les familles, et les associations, et les... enfin bref, tous ceux qui sont en contact, qui ont en main la jeunesse, et les éducateurs. Hein? Alors tous ces gens-là, ils font leur... Non, je pense qu'il faut très important qu'ils soient mobilisés aussi. Il faut qu'il y ait un plan d'action pour qu'on puisse avoir oui, alors, pour donner mon avis sur ça, effectivement, c'est déjà un niveau plus avancé. L'année dernière, il y a eu une réunion à Soachotel avec les autorités administratives et judiciaires, c'est-à-dire la douane et autres, avec le procureur, tout ça, à Soachotel, j'étais invité, pour comprendre la circulation, disons, des armes et une partie de la finance qui arrivait sur le territoire par le biais de la douane et bien entendu comprendre les biais de la douane? Oui. Par des côtes, pas la douane. Ah bon? Des côtes. Ah bon, quand même. Des côtes. Tout à fait, effectivement, excusez-moi. Donc, c'était pour comprendre, en regroupant un certain nombre de professionnels, les fonctionnaires des plus hauts niveaux, pour comprendre comment la traçabilité se faisait. Et en un deuxième temps, il y a eu une étape à l'université où des chercheurs ont présenté effectivement les liaisons entre l'arrivée de la drogue sur le département et le transfert sur l'Hexagone. Puisque à l'Hexagone ici aussi, il y a beaucoup de renseignements, beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe ici. Parce que quand on est ici dans le clos, ce n'est pas forcément suffisant pour comprendre la mécanique. Donc, et en un troisième temps, il y a eu aussi, cet an dernier, une réunion avec un chercheur d'ailleurs, venant de la région parisienne. Et maintenant, nous avons l'étape un peu suprême, où on a réuni les autorités administratives et judiciaires et les autorités politiques en vue de préparer, en quelque sorte, les armes pour préparer la défense. Donc, bien entendu, c'est vrai que on commence à se dire, mettons-nous en action de façon musclée, puisque dans un passé assez récent, seules quasiment les associations de police qui tiraient les sonnettes d'alarme, qui disaient « nous avons trouvé des armes, nous trouvons de plus en plus d'armes, et un jour les armes vont tirer ». Les associations de police l'ont répété pendant des dizaines d'années. Je peux même nommer Berthé Luzi, qui était président d'une association de policiers, qui avait quand même fait une intervention, d'ailleurs sur KMT, pour rappeler que la progression d'armes dans la société avait atteint un niveau insupportable et qu'il fallait se préparer à quelques tirs, à la catastrophe.
Bon, aujourd'hui, c'est vrai, la CTM a pris une initiative d'une autorité forte et on peut espérer que des outils vont sortir ou des moyens vont mettre à la disposition des professionnels douaniers, police, gendarmerie pour lutter. Parce qu'en face, les moyens des réseaux de trafiquants sont puissants, puisque même le petit Martiniquais non impliqué dans le trafic d'armes, il subit, puisqu'il y a un certain nombre de blanchiments financiers qui se font sur le département. Si un Martiniquais veut se loger, veut acheter un appartement dans certaines régions du sud de la Martinique, il se retrouve confronté avec des gens qui font des achats directement de l'étranger pour des logements quasiment exagérés, à des prix exagérés. Donc même là, nous avons une certaine difficulté à affronter la société, disons, avec l'argent sale qui circule. Donc c'est très bien qu'ils commencent à mettre les banquiers et les contrôles de certaines personnes qui font des transactions immobilières pour commencer à endiguer le problème. Docteur, sur la drogue, J'ai envie de faire mon laouchi et vous dire, comme il disait avant, des techniciens de l'échec. C'était sa parole préférée. Bon, là, c'est vrai de ça, il dit pour ça. Non, mais c'est dans son répertoire. c'est parce que vous avez fait des progrès. Non, mais c'est parce que vous avez fait des progrès. Non, mais il avait au moins dit de mettre des moyens supplémentaires en douane pour... Mais quelle hypocrisie, mais que c'est hypocrite. Je sais pas, docteur Montezuma, il faut arrêter avec l'hypocrisie, que c'est hypocrite. J'ai écouté comme vous cette réunion des élus, des élus de la gendarmerie, de la police, etc. Enfin, il y avait pratiquement tous les intéressés au même endroit et j'ai été... Alors, j'ai quand même essayé de voir si ces gens étaient bien au courant. Alors, il y a une dame qui s'occupe de ça à la région, à la CTM, elle s'occupe de la violence. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de narcotrafic. Hein. Il a bien dit ça. La Martinique est un pays violent. D'accord. Mais ça on le savait. Mais alors, je disais, cette dame connaît parfaitement la situation sociale de ce département. Et c'est elle qui est en charge de cette politique-là. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils ne le font pas, puisqu'ils ne savent pas au cœur ce qui ne va pas. J'en ai bien décrit. Elle a un nom composé, vous allez me le dire tout à l'heure. C'est elle qui est en charge de ça, elle connaît ça par au cœur. Mais j'ai quand même retenu quelque chose, c'est que ils ont plus de 1000 gens, ils ont plus de 1000 policiers ou gendarmes. C'est-à-dire que quand on fait le compte policiers, gendarmes, etc., ils sont à 2000. Alors, la question que je pose quand même, en les écoutant par au cœur, ces 2000-là n'ont absolument pas empêché les 14 et les 45 crimes de l'année dernière. Ils n'étaient pas à proximité quand ça s'est passé. Parce que ça se passe toujours une fois au Terre Saint-Vlou, il n'y a personne, une fois à Cité-Lilon, il n'y a personne, une fois au François, où il n'y a personne, une fois au Mar, les gendarmes ne sont pas là pour intervenir. Dans aucune fois. Bon, alors, ça c'est la première chose qui me paraît. Alors, eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils ont dit que la quantité de gendarmes, enfin, on va dire de l'ordre sur ce territoire est largement supérieure sur un territoire équivalent français. Donc, ce n'est pas la peine d'en demander d'autres, puisqu'ils sont très nombreux et pourtant, bon, les choses se passent. Bon. L'autre chose qui a retenu quand même mon attention, c'est que personne ne sait caractériser. J'avais parlé des assassinats, des jeunes qui se tuent. On n'arrive pas à le caractériser. Et un jeune qui me faisait remarquer, il me dit, mais docteur, je t'entends parler de choses, mais j'ai l'impression que tu n'observes pas suffisamment. Puisqu'on dit qu'il y a 95% d'une classe d'âge des jeunes qui sont bacheliers, est-ce que tu penses que c'est dans cette classe d'âge-là où ils sont tous
tourner vers l'université ou vers autre chose, est-ce que tu crois que ça se passe là? J'ai dit non. Il me dit ça passe dans l'autre. Grosso modo, hein, ça passe dans les 7% restants. Mais il me dit, vous n'avez pas étudié les 7% restants, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs ce que dit le préfet. Il dit, il faut demander à l'université de nous expliquer ce phénomène qui est multifactoriel. Alors on peut parler de femmes monoparentales, on peut parler de misère, on peut parler de tas de choses. Mais si vous ne l'analysez pas plus profond, alors, je vous ai dit la dernière fois qu'on a quand même une piste. Hein. Vous avez beaucoup d'enfants qui sont un peu déstructurés. Ils sont déstructurés et ça se voit dans les écoles. C'est-à-dire que si vous mettez des observateurs dans les écoles, puisque c'est l'école qui les a depuis la maternelle jusqu'à ce qu'ils soient adolescents, on peut voir ça. Donc, attendez, il y a des enfants qui sont déstructurés par quoi? Alors, le médecin que je suis et dans l'action que j'ai, je reste persuadé qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déstructurés par rapport à leur environnement, c'est-à-dire de façon épigénétique de ce que la mère a transmis par rapport aux toxiques qu'elle a pu consommer, comme la chlordécone, comme ceci, comme cela. Hein. Bon? Donc, je crois que là aussi, il y a une piste. Et l'université devrait pouvoir nous dire ça. Sinon, si vous ne faites pas un bon diagnostic, vous ne ferez pas un bon traitement. Mais docteur, vous pouvez réfléchir sans l'université, non? Vous pouvez réfléchir. Oui, on pourrait. Nous, on va essayer de réfléchir. Pour vous dire qu'il faut que l'éducation nationale remplisse son rôle, corresponde à son nom. En réalité, il n'y a pas d'éducation nationale en France. Il y a une instruction nationale. On instruit les gens, mais on ne les éduque pas. En France, l'éducation des enfants est donnée aux parents qui ont pour ça ce qu'on appelle l'autorité parentale. C'est tout. Il est évident qu'il y a un tas de parents en Martinique qui n'éduquent pas leurs enfants comme il faudrait que les enfants soient éduqués. Pour beaucoup de raisons, monoparentales, n'ont pas d'argent, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut changer l'école. Parce qu'on a une chance extraordinaire, c'est que tous les enfants de Martinique sont à l'école dès l'âge de 3 ans pratiquement. Donc, on les a très tôt. Et ça à 3 ans souvent. 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est Freud qui le dit. C'est là que ça se joue beaucoup. Et donc, dans l'éducation nationale, dans l'enseignement, dans le bâtiment de l'éducation nationale, il ne devrait pas ni avoir que des enseignants, des élèves, puis des surveillants généraux. Il faut aussi des psychologues, il faut aussi des psychiatres, il faut des gens qui... Il y a une école, il y a une classe, quoi. Eh bien, il faut quelqu'un qui, dans la classe, puisse être capable de dire, cet enfant-là, s'il ne répond pas à la question qu'on lui pose, ce n'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il a un problème. Et on va régler le problème. Il faut que l'éducation nationale corresponde à son nom. L'éducation participe à l'éducation des enfants. Mais ils n'ont pas de budget. Hein. Vous avez vu là qu'en Hexagone, c'est les parents qui ramènent les ventilateurs. Donc si déjà ils n'arrivent pas à isoler les classes, ça va être compliqué. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à partir il faudrait du budget aussi à l'éducation nationale, parce que quand on voit que les parents eux-mêmes emmènent les ventilateurs, l'État ne fait pas son travail régalien, comme on dit. Voilà, il a des... À partir du moment où on a compris ça, on a compris qu'il faut psychologue, psychiatre, ça, on donne les moyens. Oui, mais il faudrait que ce soit le cas, et même les moyens à la justice. Et puis je suis désolée, mais ces sujets sont très hypocrites et m'énervent, parce que moi je me demande toujours, alors on a plusieurs pays européens, on va dire, autour de l'Hexagone, comme l'Espagne qui a légalisé ce qu'on appelle la drogue douce. Nous, on est en train au fur et à mesure de la légaliser, puisque maintenant on peut retrouver du CBD dans les bureaux de tabac. Alors le CBD, c'est quoi? C'est la différence, en fait, dans la toxine, on va dire, de la drogue, que ce soit sous quelques formes ce soit, on a le THC, le CBD. Le CBD, c'est le THC qui va se fixer sur les capteurs et qui va donner cette histoire de défoncer. Donc, si, juridiquement, selon la loi française, si
la plante est consommée uniquement avec le CBD et qu'il y a 0% de ce THC, puisque c'est ce THC-là qui vient donner cet état de défonce, maintenant c'est légal. En Espagne, ils l'ont légalisé aussi, donc il faut aussi, je pense, faire une distinction et un classement, parce que une personne qui va être anxieuse, à qui il y a même des médecins maintenant qui prescrivent, on a des thés au CBD, voilà, donc qui va aller donc dans un esprit thérapeutique n'est pas la même personne, par exemple, qui va consommer de la cocaïne. La cocaïne, là, c'est danger, c'est des overdoses, c'est voilà. Donc en fait, il faut aussi arriver à distinguer ça. Et quand même, moi, je trouve tous ces discours hypocrites, puisque ça a un aspect aussi financier, parce que pourquoi sinon l'alcool serait illégal? L'alcool fait des ravages, fait des massacres, fait des accidents de voiture mortels. Je veux dire, quand on est bourré, on l'a tous vécu un jour au moins une fois dans notre vie, un verre, 2 verres, 3 verres, on est complètement fou. Alors qu'au pire, la personne qui va se fumer son CBD ou son pétard, elle n'est pas très dangereuse en soi, elle va rester sur son canapé, elle va rigoler, voilà. Donc il faut aussi arrêter avec ces espèces de discours hypocrites. Il faut arriver aussi à se dire que s'il y a autant de cocaïne qui tourne dans la Martinique, c'est qu'il y a bien des consommateurs à un moment donné. Donc il faudrait aller prendre aussi le problème dans l'autre sens et aller voir pourquoi ces jeunes qui sont dans la misère, ils la vendent la cocaïne, ils écoulent les stocks de ce crack pareil. Donc on va plus loin de la drogue dure. Donc pour moi, j'ai une politique où il faut prendre le sujet dans sa globalité, il faut voir qui consomme quoi et ne pas oublier aussi toutes ces problématiques liées à l'alcool. Parce que quand les gendarmes ils font leur week-end bleu, les week-ends bleus, je suis désolée, mais ça devrait être tout le temps. Excuse-moi, si je peux passer une phrase. Alors, notre problématique, c'est quoi? C'est pas d'éradiquer les trafics, machin, de changer, de remettre le monde neuf. Ah bon? Non, la problématique, elle est de maîtriser et, si possible, de gagner un espace de liberté. C'est-à-dire ne pas laisser la situation s'aggraver. Tout à fait. C'est simple. Oui, mais alors pourquoi Amsterdam, on n'a pas... Je peux passer une phrase, s'il te plaît. Est-ce que je peux faire une phrase? Oui. Non, bon, d'accord. Donc, la situation actuelle, elle est pour l'instant en train de s'aggraver. Donc, les 2 objectifs qui s'imposent, à mon avis, c'est d'abord de maîtriser ça, de comprendre comment ça fonctionne. Bon, il y a un député, M. Nilo, qui expliquait que par rapport au trafic d'armes, depuis 2019, je reprends ce qu'il a dit, depuis 2019, il a demandé à l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur le trafic d'armes en Martinique. La réponse n'a pas été positive au niveau de l'État central. Au niveau de l'État central. Donc, si on n'arrive pas à mettre en place des synergies, des partenariats, des choses, des convergences, pour lutter contre cette espèce de rouleau compresseur qui est en train d'arriver, pour le freiner. C'est ça la volonté. Donc vous n'avez pas de trouver la solution pour le trafic de violence, la solution. Oui, mais il faut arrêter d'avoir cette forme d'hypocrisie. Alors donnez les budgets aux gendarmes, donnez les budgets aux gendarmes, donnez de l'argent. Il faut. Mais oui, mais c'est pas des outils. L'outil, moi je vous le donne, c'est l'argent. Les gendarmes, ils en peuvent plus, ils sont épuisés. Moi j'ai dû accompagner un diamantinois qui a eu un grave souci. J'ai dû l'accompagner à la gendarmerie. Les gendarmes, ils ont les cernes jusque-là, ils en peuvent plus. Ils ont 40 dossiers sur la table. On l'a vu là avec l'affaire Liana. Des dossiers de quoi, les gendarmes? Pardon? Mais des dossiers de tout et de tout et n'importe quoi. Donc les gendarmes, ils sont pas assez en effectif. Là, vous avez vu l'histoire Liana, on en a mis 2 en cause. Alors, à mon avis, ils s'en sont pas occupés. Mais c'est la violence qui est en dehors du trafic de drogue. C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas que la drogue. Il y a le trafic de drogue, le narcotrafic, et puis il y a la violence des Martiniquais. Et chaque jour, ce sont des dossiers comme ça qui s'accumulent. Les histoires qu'on a dit de pédophilie, tout ça. Eh bien, celui-là a battu sa femme, celui-là a violé je ne sais qui. Il y a toujours quelque chose. Tous les jours, ça s'accumule comme ça. Les gendarmes, c'est pas des dieux, ils ont des heures comme tout le monde, il faut qu'ils rentrent chez eux, ils ont des temps de repos, ils peuvent pas tout gérer si on leur donne pas les moyens, les budgets, les recrutements. Il y a plein de problématiques en fait à saisir, et même après au niveau de la justice, il faut donner les moyens à la justice. Enfin, c'est toute une globalité. Donc moi, c'est pour ça quand je parle de ça, c'est quand on regarde le modèle des Pays-Bas, le modèle de l'Espagne, où ils se sont dit, ok, on va lâcher, on va contrôler. C'est contrôlé. Quand on va dans un coffee shop à Amsterdam, moi je suis allée aux Pays-Bas, j'ai fait tout le tour des Pays-Bas, c'est carte d'identité, donc les mineurs déjà ne sont pas dans ça, donc c'est ce qui permet aussi, les mineurs ont beaucoup moins d'approche aux Pays-Bas, ça a été prouvé sociologiquement qu'ils n'arrivent pas à atteindre et que ça ne les intéresse même pas, puisque si vous voulez, ce n'est plus interdit. Et de toute façon, il va falloir la carte d'identité, et après les gens dans les coffees, c'est pas des délinquants, j'y ai été, j'ai vu, c'est des chefs d'entreprise, en fait c'est ça, c'est qu'il faut arriver à arrêter d'être hypocrite. Et encore une fois, qui sont les consommateurs et sur qui on tape. Donc il faut empêcher les... Il faut le contrôler, il faut arriver à classifier les dangers. Si on n'a pas 22 ans,
On ne peut pas rentrer dans un café. Oui, mais C'est bien ça docteur Moutezou, Je crois. concernant la dislocation sociale, parce que pour que les 5% de la société, disons des jeunes en difficulté, se retrouvent dans un trafic en vue de trouver de la trésorerie pour consommer avec toute la publicité qu'on nous montre, il faut savoir qu'en amont, il y a une dislocation du tissu social. Oui. Il y a une destruction des familles. Ah oui. On peut encore dire que nous sommes dans un contexte où le principe des allocations familiales et l'activité intense du juge aux affaires familiales qui éloigne les pères de l'encadrement d'un enfant, d'un jeune garçon, ce jeune garçon-là se retrouve avec comme référent ses amis déjà dans le trafic, oui, qui, disons, l'introduisent dans la facilité financière et l'absence, bien entendu, l'éloignement des études et autres émotions par la culture. C'est ça. Donc, à ce moment-là, cet enfant-là, qui a bénéficié de l'éloignement de son père dans son contexte familial et qui, en parallèle, sa mère a bénéficié d'un financement non venant du mari, mais venant de la caisse d'allocation familiale, avec la présence, avec bien entendu les grands écrans, tout ce qu'il y a autour concernant la consommation, on se retrouve très tôt avec un jeune, disons, potentiel délinquant, qui a déjà un emploi réservé auprès des grands délinquants qui sont aux portes de la cité. Et l'autre élément qu'on doit mettre en relief, c'est qu'on parle toujours des petits délinquants qu'on attrape dans les coins de rue. Oui. Monsieur Dr Moutezou, il faut me dire qui va chercher les gros tonnages de drogue dans les pays Brésil, États-Unis, Venezuela, Colombie. Est-ce que c'est le petit jeune du coin de rue qui va chercher? Pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Il faut en parler. Mais attendez, je voulais juste vous dire une chose sur les petits. Effectivement, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, à la Martinique. L'ASE, oui. Pour le moment, comment dirais-je, la CTM gère grosso modo 800. Il y a 4000 demandes là non satisfaites. Nos traités. Budget. 4000, j'ai dit. Budget. 4000. Oui, dossier non traité. C'est ce que je répète depuis le début. Oui, mais parallèlement à ça, Dr Moutezou. Comment vous faites dans budget, non, et puis attention, on va en parler justement, la SE, c'est pas la référence. Nous sommes dans un contexte martiniquais que je connais, puisque je connais l'activité des 2 salles des juges des affaires familiales à Fort-de-France. Il y a une activité intense de boucherie des pères de famille. On éloigne facilement un père de... il faut nuancer là, hein. Quand on éloigne un papa, c'est qu'il y a des raisons parfois. Hein. Donc il faut nuancer, je pense. Les jeunes enfants se retrouvent... Il a dit parfois. Hein. Voilà, parfois. Les jeunes enfants se retrouvent... Et arrêtez de dire aussi à l'inverse. Les jeunes enfants prennent l'autorité sur la mère très vite. Et leur seul référent chef, c'est le gars de la rue, de l'entrée de la cité. Mais je voulais vous dire une dernière chose. Est-ce que vous savez que les enfants qu'on confie, les enfants de l'ASE qu'on confie à des aides maternelles, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ils sont en difficulté, pire. Les gens disent que pratiquement 100% de ces enfants-là vont passer par la case prison. Oui. Ben, attendez, c'est nous, dans le public, qui normalement les aidons, c'est ça. Hein. C'est de ça que je parle. Vous connaissez les chiffres. Donc c'est là qu'il faut mettre le doigt pour traiter le mal. Et on a l'impression que les gens... C'est là qu'il faut mettre le doigt. Oui, parce que les résultats sont là. Si 98% des enfants venant de l'aide sociale à l'enfance se retrouvent en difficulté, il faut quand même traiter le problème en amont. Mais attendez, je l'ai dit tout à l'heure. Qui est-ce qui élève les enfants? C'est ceux qui possèdent l'autorité parentale. Là, vous êtes en train de parler dans le vide. Il faut les vraies solutions. Il faut dire que l'autorité parentale n'appartient pas forcément aux parents. C'est une révolution en France, ça. Ou bien une déchéance relativement facile de l'autorité parentale. Mais ça se fait. C'est bon. Donc, il y en a 4000, je vous dis. 4000 quoi? Il y a 4000 dossiers en attente. Vous n'avez pas compris ça, alors? Si. Les parents n'ont plus le droit de parler à leurs enfants, de leur donner des ordres. Mais demandez-lui, oui. Mais oui, on retire l'autorité parentale, il faut des faits suffisamment... Non, pas facilement, il faut des faits. Il faut des faits suffisamment graves. C'est pas facile. C'est pas facilement. C'est pas facile Arrêtez de dire ça. D'enlever l'autorité parentale. Mais non. Il faut que ce soit beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Enlever l'autorité parentale. Il y en a 4000, donc il y aura 8000 alors.
Et les 8 000, comment vous les traitez? Je finis. Oui. Et je dis, et ensuite, il faut, je le répète, que l'éducation nationale change de fonction. Il faut que l'éducation nationale ne se contente pas d'instruire les enfants, mais de les éduquer. Il faut donc que dans les écoles, je le répète, il n'y ait pas seulement des enseignants et puis des surveillants et puis des élèves, il faut des psychiatres, il faut des psychologues, etc. C'est un lieu privilégié pour éduquer les enfants. Moi, on va appris que sans maman ni papa, un enfant ne peut pas être équilibré. Ben voilà. Ben, c'est sûr qu'on m'a on appris. n'est pas d'accord avec ça du tout. La preuve, c'est qu'il y a des pays où les enfants ne sont pas élevés. Il y a des pays qui ont choisi où leurs enfants ne sont pas élevés par leurs parents. Vous faites des généralités. Moi, j'ai jamais eu mon papa et je suis équilibrée. Vous faites des généralités de situation. Vous faites des généralités des cas. L'Allemagne était un grand pays. Que vous le vouliez ou non. Heureusement qu'on a nos riches footballeurs pour investir dans toutes ces problématiques, nos petits millionnaires. L'aide sociale à l'enfance, avec le gros volume de dossiers à traiter, n'a pas assez d'argent pour suivre les familles. Bien sûr. Je sais ça. Et pourquoi on n'a pas assez d'argent? Parce qu'on n'a pas assez de formation, parce qu'on n'a pas assez de budget, parce qu'on n'a pas assez... Au moins 100 familles. Mais comment il fait? Déjà, le budget social de la CTM a explosé, est très élevé. Je sais ça. Mais il faut encore beaucoup plus de budget pour suivre cette action-là. Oui, je sais. Alors, je pense qu'il vaut mieux c'est pas seulement agir là. c'est le système aussi. Oui, mais ça, c'est en le amont. système. Donc, l'aide sociale en amont. Oui, voilà. Parce qu'après, ça va coûter plus cher en prison, en juge, en tribunal, et on a plus de moyens. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau politique, les grands leaders, et notamment ceux qui se préparent pour la présidentielle de 2027, proposent déjà le rétablissement du service militaire. Oui, c'est pas idiot. C'est pas idiot du tout. Pourquoi? Parce que c'est le service militaire, alors, pas forcément pour aller faire la guerre, mais c'était un moment qui permettait de corriger les carences éducatives, apprenant aussi aux jeunes, c'était 18 ans, 20 ans, etc., l'autorité, leur apprenant aussi à s'organiser et à avoir un projet de vie. Il y avait ces trois fonctions-là qui était établi dans ce rendez-vous qui a duré pendant des siècles et des siècles. Hein. Le service militaire... Attends, si je peux terminer, messieurs, juste une petite phrase, avec votre permission. Hein. Non, donc, pas de permission. Bon, allez-y, arrêtez le cinéma. Mais non, mais tout le monde parle en même temps. Allez-y. Et puis, je n'ai pas une grosse voix, comme d'autres. Donc, le service militaire, il faut être attentif à ça, pas pour aller faire la guerre, mais pour inculquer des principes de vie dans un esprit citoyen, pour que le jeune qui arrive à la fin de l'adolescence, à 18-20 ans, puisse bénéficier d'une correction de ses carences éducatives. Et le chirurgien disait aux jeunes qui étaient rétifs, m'a répété. Oui. En Martinique, on a la RMSA. Non. On a la RMSA en Martinique qui permet. C'est pas obligatoire, mais déjà les parents. Après aussi, c'est aux parents de prendre leurs responsabilités. C'est un leurre. C'est un peu tard. C'est le miroir aux alouettes. Non, mais c'est un peu tard. Parce que c'est un peu tard. Déjà, le service militaire rattrape les faiblesses, les défaillances à partir de 17-18 ans. Ouais. Mais de 12 à 18 ans, c'est là qu'il y a un problème. Ouais. Donc cela ne concerne pas le service militaire. Mais oui, mais cela concerne à partir de... Et vous ne pouvez pas bloquer des jeunes, il y a des jeunes qui sont très bien, parce que si on l'impose un, on l'impose aux autres, donc les jeunes qui vont faire leurs études, ils vont être bloqués 2 ans au service militaire. Quand un enfant a dévié vers 10 ans par ses précédents amis de la cité, quand il arrive à 16 ans, il a déjà connu toutes les formes de trafic, il n'a peur de rien. Une petite seconde. Vous voulez parler de Louis? Alors oui, donc justement Louis, donc un jeune homme de 17 ans en Hexagone qui a été confié justement par ses parents à l'ASE parce que il n'arrivait plus à s'en sortir. Non, pas par ses parents. Oui, c'est. Par le juge. Non, c'est les parents qui ont fait la demande au juge. Donc c'est pour ça, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas donner des chiffres comme ça d'ASE. Bref. Donc on est sur ce petit jeune qui a été confié en tout cas à l'ASE par le juge ou par ses parents et qui donc s'est fait tabasser il y a 1 semaine et demie. Donc il n'y a pas
porté plainte à la police et pour se venger, ces 5 détraqueurs, puisqu'ils sont 5, ont trouvé ça intelligent de lui tendre un guet-apens sur un chantier à Narbonne. Et donc, puisqu'on était dans une intelligence extrême, ils l'ont lynché et battu à mort et ils se sont filmés. C'est-à-dire que nous avons les vidéos sur les réseaux sociaux, insoutenables. Moi, j'en ai vu une partie, mais j'ai dû l'enregistrer parce qu'il faut que ça reste, voilà, il faut qu'on s'en souvienne, mais je ne peux plus regarder. Et donc, on voit du début à la fin. Et c'est, je pense que ce qui m'a le plus choqué dans ces vidéos, c'est qu'à la fin, en fait, il est agonisant au sol en train de mourir, c'est-à-dire qu'il a une respiration très prononcée parce qu'ils ont dû lui casser toutes les côtes. Enfin, il est en insuffisance respiratoire et on a un de ces 5 jeunes qui vient prendre des selfies. Et le pire, donc, quand ça continue, c'est qu'il s'enfuit, il rigole dans le train, il se filme et il l'envoie sur tous les réseaux sociaux. Donc là, on est dans quelque chose... Leur propre image en train d'assassiner un petit jeune qui crie à l'agonie, qui leur supplie d'arrêter. Et en plus, ils n'ont pas prévenu les secours parce que le petit jeune n'est pas mort sur le coup. Il a agonisé toute la nuit et on l'a retrouvé le lendemain matin. Donc les ouvriers qui sont arrivés au chantier l'ont retrouvé le lendemain matin. Et malgré donc, le fait de coma et malgré tout ce qu'ont pu faire les médecins, il est donc décédé la nuit. Donc le lendemain, il a succombé à ses blessures. Et donc je voulais qu'on en parle parce que ça arrive en Hexagone, ça arrive en Martinique, c'est des choses dramatiques. Et il y a surtout un phénomène qui n'existait pas avant sur vos générations à nous et qui chez nous est un fléau. C'est ce phénomène de prendre son portable pour filmer et pour diffuser des actes horribles, des actes de barbarie, des actes de torture et en plus à visage découvert. Donc ces 5 personnes, tant mieux pour la police parce que pour une fois on a pu les attraper tout de suite, mais je trouve que ça va encore plus loin que la simple mise à mort qui est déjà très grave, c'est d'arriver à se filmer et de faire des selfies avec sa victime. Ça se passe à Narbonne. À Narbonne. C'était des personnages blancs ou pas? Alors, on a 4 blancs, dont une personne musulmane et un noir. Mais docteur, Madame Cantarini, je vais vous dire, ça, l'attendu, c'est l'obtenu. Ça, c'est le prolongement des dessins animés toxiques qu'on a inculqués dans la tête des jeunes enfants qui, à un moment, ils n'ont plus de repères, ils ne mesurent plus la gravité de ce qu'ils font. Pour moi, on voit des choses comme ça de plus en plus. Ils vont se désensibiliser de la réalité des actes. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on observe aussi quand les gars tirent, même en Martinique, comme ils le font aujourd'hui, ce n'est pas les jeux vidéo. On n'arrête pas de tirer sur les gens dans les jeux vidéo. On tire sur le gars, 2 minutes après, il s'est levé, il n'est pas mort. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe chez les gens qui n'arrivent pas à faire la distinction entre le fictif et la réalité. Tout à fait. Et cette histoire aussi de téléphone, on est une génération de téléphone. Pour tuer quelqu'un et puis se filmer et se montrer au monde entier, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre tête. On a estimé que c'est pas grave. Que ce soit le cas d'un individu, mais quand il y en a 5 qui font ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Et il y a cette histoire de téléphone. Ma génération, c'est le prolongement de notre bras. On est tous sur les téléphones et je pense que ça prend trop d'ampleur parce qu'il y a cette histoire de paraître sur les réseaux sociaux. On peut paraître riche alors que, en fait, on n'a rien. Il suffit d'aller à Dubaï, de prendre du création de contenu pendant un mois. On peut les diffuser pendant 3, 4, 5, 6 ans. Donc, il y a aussi cet aspect-là, c'est que maintenant, malheureusement, le fléau des réseaux sociaux, c'est que déjà, les jeunes, alors là, c'est pas ma génération, c'est encore celle d'en dessous, ils passent leur temps à scroller. Moi, j'ai eu des jeunes, alors je vais pas dire qui, mais voilà, qui sont sur les téléphones alors qu'on est en rendez-vous client. Enfin, moi, ça me viendrait même pas à l'esprit. Et il y a ce truc aussi, de réseaux sociaux, du paraître et de, en fait, pourquoi ils l'ont diffusé? Pour montrer sûrement aux grands de la cité, parce que regarde ce que j'ai fait, moi, je suis un caïd, un machin. Yes. Donc, il y a cette espèce de je veux montrer, je veux prouver. Et bien sûr, ce sont des enfants, de toute façon, qui, s'ils ont besoin de prouver comme ça dehors en vidéo, c'est qu'ils n'ont sûrement pas les parents derrière. Voilà. Donc, en fait, ça rejoint toutes les problématiques, de toute façon, dont on a discuté. Quel âge ils ont? Ils sont la plupart mineurs. Je crois qu'il y a un majeur et tout le reste, ce sont des mineurs. Des gars de 16 ans, des adolescents. Des adolescents. Et ce qui est choquant, moi, ce qui me choque, c'est le train. Ils sont dans le train, au lieu d'appeler les secours, ils se filment, ils rigolent dans le train.
Non, c'est de la désensibilisation. Alors, il y a aussi un truc, c'est qu'aussi on a un problème avec la justice, et ça fait des années aussi qu'on le dit par rapport aux moyens de la justice, aux récidivistes, aux réinsertions. Il y a ça aussi, c'est que peut-être des fois, il y a une justice trop laxique. Donc, c'est vrai qu'on aime beaucoup enfermer les narcotrafiquants, justement, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a des amendes pénales qui sont liées, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. En fait, le trafic de drogue rapporte énormément d'argent à l'État de par les amendes pénales qui sont faites. Et en contrepartie, on a l'impression... récupération d'argent, et en fait on a l'impression, moi en tant que juriste en ce moment j'ai jamais été droit pénal par rapport à toutes ces problématiques là, donc droit des sociétés, mais en tant que juriste en ce moment je suis un petit peu dégoûtée de la justice. Pourquoi ? Parce qu'on se dit 70 000 plaintes de viol, l'histoire de Liana, la pédophilie, ces histoires là de tabassage, et on dirait qu'elles s'occupent pas du tout de ces questions là, que c'est, alors oui je veux bien, ils ont besoin de moyens les juges, mais en fait on dirait que c'est normal, on les relaxe. Là vous avez vu que l'animateur sur les viols des 9 enfants il a été relaxé. En fait c'est des questions on préfère aller attraper, ce sont d'autres problématiques et c'est important d'attraper les narcotrafiquants, mais on dirait des fois que cet aspect de violence et tout ça, c'est globalisé, on les punit plus, ils font ce qu'ils veulent. Vous oubliez quelque chose de majeur, c'est qu'il circule combien d'argent de la drogue chez les personnes nécessiteuses qui fait que... 400 millions. Il y a 400 millions qui se baladent dans la société basse, oui. Dans la société miséreuse à la Martinique. Oui, c'est la CAF bis. Et on ne sait pas comment remplacer cet argent-là. Tout à fait, c'est la CAF bis. Oui, mais c'est des problématiques que se posent les dirigeants, en effet. C'est le jour où on coupe tout ça, c'est narcotrafic, qui va assumer ces personnes-là. Parce que le dealer dans la rue qui s'est fait 1 000 € qui va à Génipa pour acheter sa télé, il consomme en fait. L'économie souterraine, elle consomme dans tout ça. L'État n'a pas à les prendre en charge et n'a pas à donner ses missions régaliennes à ces gens-là qui sont déjà aisés financièrement. En effet, comme on disait, blanchissement, ils achètent des voitures, des maisons, des montres. Mais le problème, c'est pas de couper les 400 millions d'éco-criminalité qui circulent. C'est de faire en sorte que l'année prochaine, on ne soit pas à 400 millions, mais à 300 millions, à 250. C'est ça le problème. Et de faire peur. Comment trouver quel est le dispositif d'ensemble mettre en place pour inverser la tendance, en tout cas pour l'arrêter. Et puis pour faire peur aux jeunes, ils ont été, ils l'ont tabassé une première fois il y a 2 semaines. Pourquoi ces gens-là ne sont pas interrogés par la police, ne sont pas attrapés, ne sont pas en mandat de dépôt? En fait, c'est sur ça qu'elle n'a pas les moyens. Le juge, il va renvoyer, il va dire, moi, j'ai plus de place dans ma prison. Donc, en fait, c'est ça, c'est que je vous dis que ça vient d'en haut, c'est un budget étatique, c'est des choses qui sont à revoir. C'est nous, Français, on doit aussi... Voilà, il y a eu les manifestations pour Liana devant les tribunaux. Les avocats aussi en ont marre, ils font que manifester. En fait, c'est ça, c'est qu'on est à flux tendu dans la justice pénale où on a l'impression qu'en fait, tout ce qui les intéresse, en effet, c'est les amendes pénales sur le narcotrafic, et qu'après, la basse population, battez-vous, tuez-vous, violez-vous, attouchez-vous, de toute façon, on n'a pas le temps de gérer ça, on n'a pas d'argent. Et puis si les juges étaient majoritairement des anciens avocats, ça marcherait mieux. Non, les juges n'ont pas les moyens aussi, on a des juges qui se suicident, les juges, ils sont à flux tendu. Quand on a, pour devenir juge, quand on a fait master, puis après on a fait le concours de l'École nationale de la magistrature, on est jeune, on n'a pas d'expérience et on devient juge, je pense qu'il y a un petit problème quand même. Oui, enfin, le juge qui a été juste mis sous bracelet parce qu'il a essayé de vendre sa fille sur un site internet pour la violer, bon, il était âgé, lui, hein, donc moi je pense pas que ce soit une expérience. Moi je suis une jeune juriste et j'ai beaucoup de... C'est pas une question d'expérience, c'est une question de moyens. De sortir de l'école et de devenir juge. Ben si, au contraire, moi je suis pas d'accord avec vous, il faut arrêter avec cet esprit de dire que les jeunes ils sont pas capables, que les jeunes ils doivent avoir de l'expérience. Alors on sort du diplôme, à chaque fois on nous dit il nous faut 10 ans d'expérience, mais en fait comment on va faire les 10 ans d'expérience si personne ne prend ces jeunes? Donc moi je suis pas d'accord avec ça. Il a quand même un petit peu raison, hein. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Un jeune juge qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a jamais défendu personne, il ne doit pas voir ça de la même manière. Vous savez quand même qu'il faut un master de droit, une école, que c'est par concours, que c'est... Je ne comprends pas. Alors le jeune médecin ne doit pas aussi pratiquer la médecine. Je sais de quoi je parle. Il y a des stages, hein. Je connais des jeunes juges, je sais de quoi je parle. C'est pas la même vision des choses quand on n'a pas d'expérience. Ben moi, je connais des jeunes juges qui font justement des super décisions, contrairement aux anciens qui sont un peu à la vieille école et qui rendent des tournements de jurisprudence qui correspondent plus à notre société actuelle. Donc les jeunes juges sont plus dans nos mœurs actuelles. Comme les autres pays. Imaginez que quand on sort de l'école, de la magistrature, on ait des affaires moins importantes que ce que les vieux juges, disons. Voilà, des affaires pas très...
pour permettre aux jeunes de devenir... Mais au début, de toute façon, c'est ce qui se passe. Au début, ils sont avec d'autres juges. Mais bien sûr que si. Le juge unique, il est très rare en droit. En général, c'est collégial déjà. La cour d'assises, c'est encore plus que collégial. C'est des participations. Donc non, je ne suis pas d'accord. En fait, parce que là, vous allez faire l'effet de démotiver les jeunes. Je ne vais pas parler de choses concrètes, mais je connais un cas... Oui, mais moi aussi, je connais des cas. Alors, on a le juge Michel, nous, à Marseille, qui s'est fait assassiner. Ça dépend. En fait, c'est ça, c'est que de par votre expérience personnelle, vous racontez des choses qui ne sont pas la réalité de tout, du global. Affaire familiale, c'est juge unique. Il y a un tas d'affaires importantes qui sont jugées par un seul juge. Ah oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'arrêtez de dire, alors pourquoi on passe des concours des écoles, etc. Les jeunes juges, ils ont autant leur place que les anciens, et je trouve qu'ils correspondent beaucoup plus justement aux mœurs actuelles de la société, et qu'ils arrivent à faire des revirements de jurisprudence intéressants qui correspondent à notre société. Attends, c'est délicat. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Nous allons maintenant nous dépêcher d'entrer dans nos voitures, d'arriver chez nous. On peut faire un pronostic. Bon, je vais vous faire de l'appel parce que vous allez faire un mauvais pronostic. On peut faire des paris. Et si je gagne, qu'est-ce que je gagne? Si mon pronostic est le bon, qu'est-ce que je gagne? On vous achète une bouteille de miel. Bon. Non, mais non. Ah ouais. Bon, moi je pense que la France va gagner 3-1. 3-1. Contre la Norvège. La Norvège. Et vous, José Charlotte? Bof. 2-0, ça ira. 2-1 pour moi. Ça ne peut pas être, oui. 2-1 pour vous. Et vous? 2-3. Qu'est-ce qu'il y a pour la France, non, la France qui marque 3, mais je pense que les Norvégiens vont se battre. Ça va être un match, je sens un match un petit peu, voilà, jusqu'au dernier moment comme on les aime. Non, ça se dit 3-2. Mais oui. 3-2, pardon. Oui, je vous ai dit, je suis plus sur scène. J'ai pas le temps de gérer la Coupe du Monde cette année. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a du 2-0? Moi. Il n'y aura pas beaucoup de... Tu penses qu'il y aura beaucoup de buts? Je suis sûr que... Et moi, je pense qu'ils y vont se battre. Je suis sûr que ce sera pas... Je sens là, jusqu'au dernier moment. Adam va marquer un but. Ça, c'est sûr. Non, il ne va pas manquer. Non. Bon, à mon avis, il va manquer. Donc la France va gagner, effectivement, 2-1. Il n'y a pas de problème là-dessus. Notre pays va gagner. Très bien, très bien. Vive la République. On peut le faire plaisir pour une fois. Non, mais ça nous rappelle que nous sommes Français, que nous le voulions ou non. Nous sommes Français, terminé. Nous avons eu avec la France, le reste de la France, une histoire douloureuse, souvent. D'amour tragique. Il se trouve que nous sommes Français. Une histoire d'amour tragique. Une histoire d'amour tragique. Merci, Dr Vaugirard, d'avoir été présent à cette émission. Bonsoir, et puis bon match. Vous ne venez pas le regarder? Non, je veux dire bon match à tous nos téléspectateurs. Ah bon, d'accord. Et j'espère gagner mon... Mais on va passer après. Non, mais c'est extrêmement intéressant qu'ils disent bon match à tous les spectateurs, parce que c'est un nom vraiment du passé. Parce que le match se sera déroulé depuis 4 heures de temps. Et il dit bon match. Bonsoir, docteur Montezuma. Merci d'avoir été là. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et je dis aux personnes âgées, aux plus jeunes également, que nous sommes en préparation de cette nouvelle médecine préventive pour vous garder en santé jusqu'à un âge avancé. Merci beaucoup. Je sais bien d'avoir une population qui vieillit, mais il faudrait qu'elle vieillisse en bonne santé. Parce que si c'est pour être malade toute la journée, pas la peine. Merci, monsieur José Charlotte, de nous avoir honoré de votre présence. Oui, je dis bonsoir à toute la population. Et je pense particulièrement, puisqu'on a développé le sujet sur l'aide sociale à l'enfance, je salue les enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance, qui ont grandi sans leurs parents et qui doivent affronter la vie avec beaucoup plus de courage. Je leur souhaite bon courage. C'est vrai. Merci beaucoup, docteur monsieur Charlotte, José Charlotte. Merci, Madame Cantarini, de votre présence. Merci à vous pour l'invitation. Et puis voilà, merci aussi peut-être à tous vos confrères, parce que je pense que les gens en ont marre de me voir à la télé. Mais merci de nous avoir reçus et d'avoir développé le projet de Dr Montezuma. Vous êtes le précurseur. KMT, c'est la chaîne, mais c'est vrai qu'on est passé sur plusieurs médias cette semaine. Et je pense que c'est important de le remercier, parce que c'est ça qui fait avancer les choses. Et voilà, donc merci de tout cœur pour l'association Caraïbes Terme, pour cette
merveilleuse semaine. Donc voilà, vous n'allez plus me voir de partout parce que là, les gens en ont marre de ma tête. Je fais une pause médiatique, mais nous continuons tous nos projets. Et je le répète encore une fois, chaque Martiniquais qui se sent concerné, appelez-nous, venez nous voir. On a maintenant un site internet. Nous vous accueillons avec plaisir dans le projet. Est-ce que votre pause médiatique, elle sera très longue? Ce serait bien qu'elle soit longue. Alors, elle sera très longue à partir du 24 juillet, comme je vous ai dit, puisque je voyage en Hexagone pour grosses affaires. Donc après, vous n'allez me voir que pour la rentrée. Mais je sais que vous allez être très peiné de ça. Là, c'est 15 jours. Ouais, je referai un passage avant mon départ en Hexagone, si vous m'invitez. Comme elle se fait des illusions. Si vous m'invitez. Si vous m'invitez. On va peut-être vous inviter. Merci beaucoup à tous. Merci Jean-Michel Césaire pour votre excellente réalisation. Passez une bonne semaine, passez une bonne soirée. À bientôt.